Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Les femmes ne savent pas conduire, les femmes ne savent pas faire un créneau. Femme au volant, mort au tournant. Voilà les clichés à la peau dure et coriace que l'on entend depuis des temps quasi immémoriaux. Des lieux communs vides de sens hier, totalement à côté de la plaque aujourd'hui, tant en 2018, il faudrait être fiévreux pour séparer féminité et cylindrée. Des motardes intrépides aux pilotes sans peur des dunes du désert, en passant par la conductrice chevronnée des boulevards parisiens. Les femmes sont, c'est évident, des moteurs de la mobilité, pas plus et pas moins que leurs homologues masculins. Bienvenue dans une nouvelle mission de voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, aux femmes qui bougent. Et pour parler de ces femmes moteurs de la mobilité, justement, j'ai ce soir l'immense plaisir de recevoir la journaliste, auteure et aventurière à deux roues, Anne-France d'Hauteville. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? À pied. Ah, ça va à pied. Voilà. D'accord, très bien. À vos côtés se tient Myriam Amrouni, motarde aguerrie et propriétaire de Mimi Rider, un atelier de réparation de motos qui fait également office de boutique et de café à Paris. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous allez bien ? Très bien. Et puis nous accueillons Mathieu Flonneau, historien, spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobilisme, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Vous allez bien ? Je vais parfaitement. Le hall que je gère en quelque sorte ici, le hall 5, est plein en permanence. Les routes mythiques attirent et les aventurières sont les très bienvenues. Eh bien c'est noté, le message est passé. Afin de rentrer sans trop de cérémonie dans le vif du sujet, je vous lance une question comme ça à vous trois. Quand on vous dit féminité et mobilité, rapidement, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je sais pas, c'est comme si vous me demandiez est-ce qu'on met le café dans la tasse ou est-ce qu'on le met dans le seau pour arroser le jardin. Vous voyez, c'est à peu près ça. C'est une excellente réponse. Et pour vous, monsieur Flonneau ? Écoutez, je pense que l'essentialisation est vraiment un appauvrissement total. Effectivement, il n'y a pas de question véritablement qui se pose. C'est une évidence. La femme conduit, la femme pilote, la femme a cet accès. Je ne vois pas... l'essentialisation est un problème. Myriam Amrouni ? En fait, la femme, elle fait beaucoup de choses. Donc, pourquoi pas conduire ? Pourquoi pas organiser des rallyes ? Je sais pas. On va s'intéresser au parcours de chacune et de chacun en essayant de tirer de vos histoires personnelles et de vos connaissances des avis, mais aussi des informations sur cette question des femmes et de leur rapport à la mobilité. Je vais commencer par vous, Anne-France d'Hauteville. Vous avez découvert en mai 1968 les deux roues. À cette époque, afin de fuir les manifestations et les grèves de métro, vous achetez une mobilette et décidez de partir au guidon de cette dernière sur les routes de France. Un voyage initiatique qui vous donnera des idées puisqu'en 1971, vous participez au Raid Orion. Objectif, rejoindre Isfahan en Iran depuis Paris. Parmi les 92 pilotes, vous êtes la seule femme au départ. Déjà, qu'est-ce qui vous a pris ? Quelle relation avez-vous nourri avec la moto pour passer d'un Tour de France à mobilette à une telle course ? Alors, c'était 1972. Pardon. Et ce n'était pas une course, c'était un raid. C'est-à-dire qu'il fallait arriver vivant à Isfahan, au sud de l'Iran. Point barre. Ce qui était déjà considéré comme un exploit parce que, évidemment, dès qu'on sort de France, on va se faire assassiner, violer, vendre en tranches détachées à Abu Dhabi, etc. Vous voyez, on en était encore là dans les années 70. Pourquoi passer je faisais une petite carrière assez joyeuse dans la publicité, je gagnais bien ma vie. Et puis, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais envie de passer tous mes jours et de me réveiller la nuit parce que j'avais enfin trouvé l'axe de la campagne pour les trucs à gratter, les casseroles, machin, etc. C'était absurde. Ma vie était devenue absurde. Parce que je sais pas, j'étais à côté. Donc j'ai tout envoyé balader. Entre-temps, entre le 50 cm3 et le voyage, là, j'avais passé mon permis moto. Et donc, j'avais le droit de conduire une grosse moto. Donc, je suis partie sur une grosse moto. Et j'ai appris deux choses. Grand 1, il faut pouvoir relever sa moto toute seule quand elle se casse la gueule, ce qui m'arrivait.
Ça, j'ai quand même une grande spécialiste de la gamelle. Et grand 2, je suis absolument faite pour voyager toute seule. Les autres me prennent une partie de mon attention et du coup, je suis à moitié fermée à ce que je traverse parce que une partie est occupée. Voilà. Du coup, entre justement votre premier Tour de France à mobilette et le Raid Orion, c'est devenu la 2 roues, la moto, c'est devenu instantanément une passion. Ça vous a pris au trip? C'est surtout que j'étais trop bête pour avoir le permis voiture. Donc il fallait bien que je conduise. Ah bah oui, j'ai essayé 2 fois, je me suis rétamée. J'ai eu mon permis voiture quand j'ai passé les 40 ans, c'est vous dire. Mais ça ne m'intéresse pas de me mettre dans une boîte de sardines. Enfin, je suis navrée, c'est le salon de l'auto. Non mais écoutez, de la moto, de l'auto, de la mobilité. Non mais c'était un tel bonheur d'être assis sur une moto, d'être dehors et dedans en même temps. C'est-à-dire que votre corps entier répond à ce que vous voyez. Quand vous passez dans une forêt, il y a une fraîcheur qui n'existe nulle part ailleurs. Quand vous longez une rivière, vous sentez l'humidité. Et puis il y a ce sentiment très très bête que la route, je me la suis faite. Alors je ne suis pas motard malheureusement, je ne peux pas savoir de quoi vous parlez. Mais c'est pour ça que je vous raconte. Ça marche. Et pour vous, Myriam Amrouni, comme pour Anne-France d'Hauteville, c'est quelque chose qui vous a aussi pris au trip? Vous êtes un jour monté sur une moto et vous n'en êtes plus redescendu? C'est à peu près ça, en fait. Moi, je roulais beaucoup à 2 roues dans Paris, principalement en scooter. Et puis un jour, j'ai décidé de passer le permis moto. Et c'est vrai qu'après, on n'a plus très envie de se promener en scooter à 2 roues, en tout cas. La moto, c'est essentiellement un synonyme de voyage, de liberté, enfin, en tout cas pour moi, d'indépendance. Et puis, comme dit Anne-France, on sent effectivement quand on passe dans une forêt qui fait plus frais, quand on passe le long d'une rivière qui fait plus humide. Et on peut s'arrêter où on veut, on peut faire une sieste où on veut. C'est vraiment, c'est pas comparable à la voiture. Et vous faites vraiment cette distinction moto 2 roues? Dans le 2 roues, il y a aussi les scooters. Les scooters, ils sont utilisés essentiellement en ville. La moto, il y en a aussi en ville, mais beaucoup plus. Pour moi, c'est plus synonyme d'évasion. Je vais revenir à vous, Anne-France d'Hauteville. Quand vous avez pris la route à cette époque, donc en 1972, pour ne pas commettre d'erreur, sur le Raid Orion, comment perceviez-vous le regard des autres sur le fait que vous soyez une femme, et notamment que vous soyez une femme motard, puisque je le rappelle, vous étiez la seule femme au milieu de 92 hommes. Non, j'étais la seule femme à conduire. Il y avait des tas de filles qui étaient passagères. Donc, à partir tout seul à 92, moi je ne peux pas assurer. Et vous avez senti un regard particulier? Je ne sentais aucun regard, j'étais absolument terrifiée. On m'avait expliqué toutes les horreurs que j'allais vivre dans ces pays sauvages. J'étais terrifiée à l'idée que j'allais pas être capable de conduire. La moto était très très lourde, j'avais jamais conduit de 4 temps. Donc j'étais enfermée dans une bulle de terreur. D'accord. Et puis tout le monde a parié que j'aurais un accident ou que j'allais me casser la gueule à 500 km. Et ils ont tous perdu, je me suis cassé la gueule à 750 km. Donc on m'a réparé, on a réparé la moto. Et puis, à partir de là, le vrai voyage a commencé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais dans des pays magiques, que ces gens que je croisais étaient magiques, et que les 3/4 des gens avec qui je voyageais me gonflaient mais énormément. Vous vous rendez compte qu'il y a des gars qui sont arrivés à Ispahan et qui ont dit « Ah ouais, non mais attends, il n'y a pas l'ambiance motard. » D'accord, je vois, oui, c'est assez paradoxal, quoi. Mais en même temps, c'était des gens qui n'étaient jamais sortis de chez eux. Peut-être qu'après, ils ont appris à regarder, vous savez, c'était une première. Donc c'est fabuleux comme aventure. Mathieu Flonneau, vous qui êtes, je le disais, historien spécialiste d'histoire urbaine et de l'automobile, comment en 1972 était perçue par la société une femme qui conduisait ? Alors il y a plusieurs aspects dans ce qui vient d'être dit qui mérite d'être noté. Il y a cela, effectivement, une femme qui conduit, une femme qui passe le permis de conduire auto, puisque vous l'avez quand même évoqué, c'est la période à laquelle la féminisation de l'épreuve du permis de conduire s'accentue. Et donc il y a un effet de rattrapage parce que les femmes deviennent plus actives et les femmes, de ce fait, doivent maîtriser leur trajet, domicile-travail, tout simplement. Donc, il y a une réalité de la motorisation féminine au cours de cette période. Alors, on évoque autre chose. On évoque la culture motarde. Et on évoque une femme dans la culture motarde. Donc là, vous avez des sous-ensembles de réflexion qui méritent d'être
analysée à part. Vous avez déjà la culture motarde en soi, qui effectivement, et cela vient d'être dit, rapproche d'un objet sensationnel, la moto, parce que tout a été dit en quelques mots sur la fraîcheur, sur les sensations que peuvent produire un tel véhicule. Donc il y a une dimension que d'ailleurs l'écrivain André-Pierre de Mandiargue dans La motocyclette, que vous devez connaître, ce roman qui paraît dans les années 1960, qui est réédité chez Gallimard en 2000 et qui figure dans l'exposition, il fait parler une femme, Rebecca, et il la fait parler au volant de sa moto. Et ce roman est véritablement extraordinaire pour ressentir toute la culture motarde. Et donc le fait que ce soit mis dans la bouche d'une femme rajoute, je dirais, une dimension exotique plus encore. Vous avez évoqué un autre point, la découverte, le voyage lui-même, qui commence véritablement, si j'ai bien compris, après une épreuve initiatique qu'est la chute, qui est à certains égards inhérente au risque d'être motard. Alors là, c'est encore autre chose, parce que ce goût du voyage, alors il y a beaucoup, on les compte, mais il y en a quand même beaucoup, d'aventuriers, parmi lesquels Nicolas Bouvier, qui disent tout simplement au cours de ces années-là, autant sur la route que dans les mers. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que vous avez des navigateurs et des navigatrices qui arrivent et qui vont chercher à se dépasser eux-mêmes ou elles-mêmes et à découvrir des paysages. Parce que ce qui compte dans le voyage et ce que l'on montre dans l'exposition au Hall 5, c'est évidemment le paysage. C'est pas tant le véhicule, c'est pas tant l'expérience mécanique que l'expérience humaine. Et Nicolas Bouvier le dit très bien, vous ne faites pas le voyage, c'est le voyage qui vous fait. Donc là, vous ressentez naturellement une création personnelle et vous en ressentez une augmentation de l'être humain. Anne-France d'Hauteville, on continue avec votre biographie. C'est bien au-dessus de mes compétences. Je ne pourrais pas résumer tout ce que vous avez fait ici. Je suis trop vieille, mon pauvre garçon. Non, vous avez fait trop de choses. Vous savez, il y a des vies vides, la vôtre est l'inverse de cela. Quand vous revenez, chose incroyable, quand vous revenez de ce raid d'Orion, on ne croit pas que vous ayez réussi. On dit, je cite, alors attention, je cite Wikipédia, que vous êtes une lesbienne nymphomane et que vous avez terminé la course en camion. Selon vous, il est là le symbole du sexisme et notamment des préjugés sur les femmes et la conduite. Vous savez, dans les années 68, donc quand j'ai acheté mon 50 cm3, les 70, on était dans l'après-70. Il y avait une espèce de déferlement d'érotisme dans la société française, qui était joyeux, qui était léger. Mais évidemment, la femme sur la moto ne pouvait être que ce que chantait Bardot, ce que Mandiargue a écrit, etc. Elle était... je ne vous fais pas un tableau, mais franchement, c'était... pas léger. Donc on ne pouvait pas prendre une fille au sérieux. Et c'est pour ça que j'ai fait, au fond, parce qu'il faut vous dire que le raid s'arrêtait à Ispahan. 92 ou 105, je ne sais plus, 92 sont arrivés. 11 ont dit on va en Afghanistan, j'ai suivi. Et 5 ont dit on va au Pakistan et j'ai suivi. Donc j'en ai fait plus que les 3/4. Et ça, c'était pas admissible. Donc, on m'a démoli. Je l'avais pas prévu, mais c'était logique, au fond, dans cette mentalité de cette époque où on était à une bascule, vous voyez, des femmes dans le monde des hommes. Monsieur Flodon. Mais écoutez, c'est quelque chose qui est très révélateur de tous les sports aussi, parce que cette dimension sportive, elle est très présente. La première femme à avoir fait un marathon à Boston a dû se déguiser en homme. Elle avait été sortie. Cathy Switzer avait été sortie de la course par des hommes qui ne souhaitaient pas qu'une femme puisse participer et éventuellement devancer, comme vous le dites, certains hommes. J'ajoute que dans la culture américaine politique, c'est très important parce que cela a donné lieu à un amendement, l'Equal Amendment Act, pour justement une forme de motivation féminine, rendre les droits aux femmes également. C'est pour ça que j'ai fait le tour du monde. Si vous voulez, pour gagner ma place et l'assurer, il fallait que je fasse quelque chose qui soit emblématique et énorme. Donc l'année d'après, je suis partie sur une moto minuscule et je me suis fait mon tour du monde toute seule, point barre. Là, on pouvait dire ce qu'on voulait, ça faisait suffisamment rêver pour que plus rien ne m'atteigne. Oui, vous êtes rentré, on a dit non, c'est pas vrai, vous ne l'avez pas fait, et vous avez dit je vais vous montrer. Oui. Et vous êtes parti. J'étais obligée, autrement il fallait que je revienne à la publicité et que je continue à vendre des pots de yaourt, des trucs qui m'embêtaient. Myriam Amrouni.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, en tout cas de ce retour et de cet accueil? De Anne-France? Oui. Bon, je ne suis pas étonnée du tout. Moi, j'étais tout juste née à ce moment-là. Merci. Aujourd'hui, on sent toujours de toute façon du sexisme dans le milieu de la moto, peut-être un peu moins dans le milieu de l'automobile, parce que la moto, c'est quelque chose en tout cas, je pense, pour les hommes, de très masculin. C'est une certaine virilité, un élan rebelle, voilà. Pour la femme, c'est tout à fait différent. La moto, il faut qu'elle soit jolie, peu importe s'il y a 350 chevaux en dessous, voilà. C'est avant tout un plaisir. Il faut dire que... Oui, pardon, monsieur Florent. Oui, mais effectivement, il y a peut-être encore une distinction et des bastilles à gagner, si j'ose dire, dans le monde motard. Mais dans le monde auto, je signale quand même que le rallye des gazelles, oui. le rallye Aïcha des gazelles, dont le mondial est partenaire précisément, offre une compétition ouverte. Alors, les critères ne sont pas ceux d'un Paris-Dakar, mais c'est une compétition. C'est une vraie compétition. Et vous êtes là, et la cérémonie avait lieu hier, devant quelque chose qui met les femmes sur le même plan. Alors, de surcroît, ce rallye des gazelles a comme motorisation l'électrique. Vous êtes là devant aussi, à la pointe, finalement, des enjeux de mobilité que votre émission cherche à percer. Oui, tout à fait. Est-ce que à un moment, Madame Daudeville ou Madame Amrouni, est-ce qu'il y a un moment dans votre pratique de la moto, est-ce que vous dites que c'est politique, ou est-ce que justement vous en foutez, juste vous faites de la moto sans vous soucier du qu'en dira-t-on, mais vous n'y voyez dans le fait de faire de la moto aucun symbole politique ou de combat féministe? Pas une Vous me seconde. faites les grands yeux. Non, moi j'ai la chance de vivre dans un pays où je suis en vie et pas en survie, où je peux gagner ma vie et où j'ai le droit d'être heureuse à ma façon. Ben, c'était mon bonheur à ma façon. Le fait d'écrire, peut-être que ça a une action ou peut-être que ça agit sur la société, mais c'est pas ce que je cherchais. Moi, je cherchais à être heureuse tout le temps. Mon bonheur, c'est de me promener et d'écrire et d'avoir des chats et des copains. Moi, j'ai des chats aussi, mais moi, je fais pas du tout de politique. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est avant tout un plaisir personnel que je partage avec d'autres ou pas. Mais voilà, il n'y a aucun féminisme là-dedans. C'est un pur plaisir. Et le fait d'avoir monté mon garage, c'est aussi pour donner un autre élan dans ce milieu. Mais juste, oui. Mais ces positions individuelles, effectivement, vous honorent, parce que c'est un pas de côté par rapport à l'essentialisation stupide par laquelle vous avez éventuellement resitué le débat en disant, voilà, une femme ne sait pas faire un créneau, etc. Enfin, déporter le débat. Regardez, depuis juin dernier, les femmes saoudiennes peuvent conduire. C'est un droit. Donc là, évidemment, cela devient politique, parce que là, ça devient socialement signifiant. Et vous avez, évidemment, derrière cette accession à la mobilité, un droit nouveau. Et un droit, en l'occurrence, extrêmement genré et qui a beaucoup d'importance pour ces femmes. Vous parliez, Myriam Amrouni, à l'instant, de votre parcours, qui n'est pas un parcours banal, puisque je rappelle qu'en 2015, après avoir passé 18 ans chez Air France, vous avez occupé différents postes, vous quittez la compagnie et dans la foulée, vous faites un CAP mécanique motocycle. Et un an plus tard, en 2016, vous voilà propriétaire de Mimi Rider, un atelier de réparation de motos qui fait également office de boutique et de café à Paris, comme je vous l'ai dit. Alors, sans mauvais jeu de mots, on peut dire que vous avez pris un grand virage. Excellent. J'ai pris un grand virage, ouais, j'ai foncé la tête dans le guidon aussi, si vous voulez. Non, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? En fait, j'avais pas envie de me dire que toute ma vie, j'aurais fait ma carrière chez Air France, même si j'aimais beaucoup ce métier, c'est une entreprise qui m'a beaucoup apporté. J'avais aussi envie de créer quelque chose, et quelque chose qui soit également une passion, et que je puisse aussi y travailler. Et du coup, j'ai cherché un petit peu, et puis finalement, j'ai eu une espèce de déclic. J'ai trouvé le sujet à un moment donné au cours de vacances, et voilà, j'ai monté mon projet autour de ça. Je trouvais et je trouve encore qu'il n'y a pas assez de féminisation chez les constructeurs moto. Et j'avais envie d'avoir un peu des créateurs différents. Qu'est-ce que vous entendez par cette féminisation ? En fait, je trouve que les équipementiers
Et aujourd'hui, les constructeurs motos font un peu plus d'efforts pour la femme avec les châssis abaissés, les selles et tout ça, les motos adaptées. Les équipementiers, pendant longtemps, ils faisaient des blousons d'hommes pour des femmes. Donc ça n'avait rien de féminin. Ça tend à changer un peu. Ouais, du coup, vous avez vraiment cette impression que Mimi Rider, ça répond à un besoin plus significatif. Après, voilà, j'ai pas une grosse offre vestimentaire énorme pour les femmes parce que j'essaye de trouver des petits créateurs qui font quelque chose de différent. Anne-France d'Hauteville, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative qu'a pris Myriam Amrouni ? Je suis pleine d'admiration, vous vous rendez compte ? Moi, je suis partie au bout de 8 ans seulement de publicité. Elle, 18 ans. C'est quand même un saut dans le vide. Moi, j'avais le monde qui était ouvert devant moi, en plus, à cette époque-là, aussi bien en France qu'ailleurs. Je revenais, j'avais du boulot tout de suite. Myriam a fait ça à un moment où la société était beaucoup moins ouverte matériellement. Le travail était moins disponible. Ah non, attends, elle a beaucoup plus de courage que moi. Je veux un gâteau, Myriam, je veux un gâteau. On aura plein. La place des femmes dans le monde de la moto, elle est grandissante aujourd'hui puisque les femmes représentent le quart de ceux qui roulent en 2 roues contre 1,5% en 55% en 1970. Selon vous, est-ce que justement cet intérêt croissant, ça stimule le marché et ça crée de nouveaux débouchés professionnels qui n'existaient pas avant, justement, où tout simplement les femmes vont pouvoir choisir de travailler dans ce milieu-là sans aucun problème et stimuler ce marché économique ? Monsieur Flodin. En tout cas, c'est un milieu qui doit composer avec la moitié de l'humanité, c'est évident. Et Mondial Women est là pour aussi mobiliser pour des métiers, pour des filières, pour des trajectoires professionnelles, pour ouvrir effectivement ensuite la dimension du goût pour la chose, pour le métier. Bon, on le sait bien, c'est pas une nécessité absolue. On peut travailler dans la moto, peut-être en étant femme, en n'étant pas nécessairement fan de moto. Et même, il faudrait le souhaiter, parce que justement, ça banaliserait totalement la trajectoire. Ensuite, pour les constructeurs automobiles, il est évident que c'est une nécessité absolue de faire intégrer jusqu'au plus haut des états-majors. On pense à General Motors, mais on pense aussi à Citroën. C'est Linda Jackson qui est directrice de Citroën. Donc il y a des trajectoires, alors au plus haut niveau, mais aussi au niveau de la formation professionnalisante. Et là, l'enseignant que je suis sait bien qu'il y a des filières qui sont plus ou moins recommandées, plus ou moins balisées, plus ou moins déterminées, et il faut sortir des déterminismes. Je ne veux pas du tout faire une émission où on va comparer les hommes et les femmes, au contraire. Cependant, je me permets de faire une petite parenthèse parce que je me sens obligé de parler de la différence qu'il y a entre elles et eux derrière un volant. Selon Claude Blanchard, psychologue de la sécurité routière, je cite, « Dans les stages de récupération des points du permis, il y a 90% d'hommes. » Il ajoute que 90% des infractions hors stationnement sont commises par des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire que... Mais ça, les assureurs le savent très bien. Les assureurs souhaiteraient sortir du mutualisme général pour individualiser les conduites féminines parce qu'elles sont meilleures. Elles ont moins d'accidents. Et lorsqu'elles ont des accidents, ils sont moins dangereux et ils sont moins graves. Donc on est quand même là devant des réalités qui touchent à la sécurité routière et c'est fondamental. J'attire votre attention sur le fait que les fondatrices, et ce sont des femmes, la plupart des associations de défense des victimes de la route, eh bien, le sont en général parce qu'elles ont perdu des proches et une mère, on peut le concevoir, a plus encore de douleur devant un accident. Alors je ne fais pas une gradation, mais enfin il y a cette dimension. Alors, ce n'est pas de l'essentialisation, mais enfin, il y a cette dimension qui est liée naturellement à l'invariant biologique qui fait que la femme donne la vie. Donc, il y a une dimension aussi qui peut-être se retrouve dans le sport automobile. Oui, mis à part Michel Mouton, mis à part quelques aventurières, on les compte quand même sur les doigts d'une main. Jamais une femme n'a eu de résultats probants en Formule 1 parce que peut-être, la dose de risque, la dose d'adrénaline finale, une femme n'est pas prête à transgresser ce risque. Alors, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, les assureurs le savent très bien, les femmes sont meilleures. Anne-France d'Hauteville, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je sais pas, moi j'ai toujours conduit comme un panier. Qu'est-ce que ça veut dire, conduire comme un panier ? C'est une catastrophe. Quand ça penche dans les virages, j'ai peur, je ralentis. Mais c'est comme ça que j'ai sauvé ma peau.
Parce que moi, je faisais de la très longue route. Donc, quand je conduisais 8 heures par jour au Canada avec le soleil de minuit, je m'arrêtais quelquefois vers 10 ou 11 heures. Si on va vite, on s'épuise très vite. Donc, il ne faut pas conduire bien, il faut tenir le coup, ce qui est tout à fait différent. Je ne pilote pas, je me déplace. Et vous, Myriam Amrouni, par rapport à vos homologues masculins dans votre entourage, vous vous sentez moins agressif qu'eux derrière un volant ou vous pensez qu'eux sont plus agressifs que vous ? Ah bah oui, c'est une évidence. Moi, je roule pas, que ce soit en automobile ou en moto, pour faire de la performance. Je roule pour la voiture. J'adore conduire, que ce soit une voiture ou une moto, mais je conduis effectivement prudemment, consciencieusement, sûrement, et je pense que vous avez raison, parce que je suis mère de famille, que je pense que ça aura un impact s'il m'arrive quelque chose, quoi. Donc je sais pas, après je dis pas que pour les hommes c'est différent, mais en tout cas c'est pas la même façon de conduire, ça c'est clair. Mais vous avez parlé de performance, Monsieur Flono, ça veut dire qu'il y a une question d'orgueil là-dedans, un orgueil masculin derrière un volant qui voit à travers sa voiture un surplus de virilité. Oui, mais alors là, si vous me permettez, autant on va faire progresser le débat sur les femmes, autant on peut aussi faire progresser le débat sur les hommes. C'est-à-dire que les images clichés liées à l'automobile des années 60-70, effectivement... Je vous pose simplement la question. Hein. Non, mais moi je vous réponds aussi. On est quand même là devant une civilisation, un processus de civilisation. Et il faut souhaiter que ce processus de civilisation soit le plus accompli possible. Qu'après, il y ait des comportements délinquants, c'est une autre problématique. D'accord, très bien. Bien, écoutez, pas de problème. Toujours selon Claude Blanchard, je voudrais aussi avoir votre avis là-dessus, beaucoup de constructeurs iraient même aujourd'hui jusqu'à privilégier leur gamme dite féminine, je mets ça entre guillemets. En témoignent selon lui les récentes pubs qui mettent les femmes plus en avant que les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Flono ? Je veux bien réagir. Écoutez, la femme n'a longtemps été qu'un faire-valoir, évidemment, dans la publicité. De plus en plus, on le constate, devenant potentiellement acheteuse avec un salaire comparable à celui d'un époux, elle est prescriptrice tout autant. Donc on doit prendre en considération son avis. Myriam Amrouni, à France Hauteville, vous remarquez ça, cette évolution ? Chez les constructeurs ? Oui. Ah bah oui. Dans l'automobile, déjà, ils ont fait un grand pas, ça se voit énormément. D'ailleurs, je pense à 2 marques en particulier qui ont un grand succès. Après, oui, effectivement, on est des grandes consommatrices. Quand quelque chose va nous plaire et sera adapté à nos besoins ou à nos envies ou à nos désirs, voilà, effectivement, on est des consommatrices de toute façon, et plus que les hommes, à mon avis. Anne-France Hauteville ? Ne me pose pas la question. Moi, j'achète des voitures d'occasion que je laisse mourir de leur belle mort. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je préfère, pour le même argent, avoir une grande fête avec des copains et des bons vins et de la musique, etc. Je suis navrée, parce que c'est pas l'endroit où on dit ces choses-là, mais franchement... Non, pas du tout. Je partage également votre avis. J'ai jamais eu une discussion intéressante avec un moteur, alors que j'ai une discussion intéressante avec les humains qui fabriquent le moteur. Là, oui. D'accord. Très bien. Votre vision, Monsieur Flono, sur ce qu'on appelle la bimotorisation, en gros, l'image plutôt sexiste qui consiste à dire que les femmes possèdent le 2e véhicule du foyer, une petite voiture, entre guillemets, d'utilisation locale qui n'est pas comparable à la principale, qui est celle de l'époux, et ça, pour le coup, ça persiste. Oui, bien sûr, et c'est une grande chance pour l'électrique, parce que justement, les trajets sont plus courts. Ce type de véhicule est a priori également plus connoté féminin, et dans la résistance à l'automobilisme électrique, il y a une partie de permanence des clichés féminins autour de ce type de motorisation. Alors la bimotorisation, ça a été une réalité à partir de la R5, 1972. Il s'agit vraiment d'une voiture de surcroît plus urbaine, une voiture suburbaine qui permet avec un haillon de faire des courses au supermarché. Oui, c'est une réalité, mais elle est plus petite que la même Renault 20 qui, à l'époque, est plutôt celle statutaire de monsieur. Et est-ce que vous pensez quand même que c'est, malgré cette banalisation de la bimotorisation, bien que jouissant d'une image peu flatteuse pour les femmes, est-ce qu'elle n'est pas primordiale, puisqu'elle contribue de façon quand même déterminante à modifier l'image des femmes dans leur relation à une technologie dont le maniement est quand même toujours aujourd'hui jugé masculin ?
Ah oui, mais enfin, les petites voitures peuvent être extrêmement sophistiquées, je ne vous l'apprendrai pas. Donc des petites voitures peuvent avoir des finitions extrêmement raffinées. Et il y avait un grand constructeur français qui possède 2 marques, et donc vous l'aurez identifié, qui avait fait une publicité à rebours où c'était monsieur qui piquait la bagnole de madame, parce qu'elle était plus agréable. Donc c'est à front renversé aussi parfois. Donc sortons des clichés. Ah non, mais je vous pose simplement la question, hein, monsieur. Mais je vous dis que précisément, bon, les publicitaires, j'ai bien compris que vous avez renoncé à cette profession, mais les publicitaires, parfois, pas tous, mais peuvent aussi être subtils et peuvent aussi inverser les clichés. Vous en pensez quoi, vous, de ça, du coup Anne-France D'Hauteville, vous regardez un petit peu la télévision et les Si publicités qui j'ai planqué ma passent? télévision à la poubelle il y a 25 ans. D'accord. Je suis navrée, je suis un dinosaure. Non, mais non, il n'y a aucun problème. Et vous, madame, pardon, j'ai complètement oublié, madame Amrouni, excusez-moi, pardon. Pas grave. Nous, on n'a qu'une voiture chez nous, donc Et de de motos. taille moyenne, donc, et plusieurs motos. Mais ouais, j'ai pas trop d'avis. Vous n'avez pas trop d'avis là-dessus? Non. Moi, je vois quand même un truc, j'habite à la campagne et les femmes dans mon village passent leur temps à aller chercher les enfants, à les amener à la piscine, à les ramener à la maison. Il n'y a pas de transport en commun. Donc la deuxième voiture, c'est aberrant, mais elle est indispensable, on ne peut pas vivre autrement. Dans mon village, j'ai un quart le matin, rien à midi, et 2 ou 3, 2 quarts le matin, et 2 ou 3 qui reviennent de la gare le soir, point barre. Et je suis à 6 km de la gare et à 4 du supermarché. Donc la deuxième voiture, petite voiture qui ne coûte pas cher à l'entretien, est devenue une condition de vie quand on n'est pas dans une ville. On est aujourd'hui un tournant de la mobilité, en tout cas dans son aspect technologique, dans son rapport justement à la technologie et au numérique. Ce serait quoi pour vous, une femme connectée à l'intérieur de la mobilité de demain? C'est frigide. Ça sonne comme ça, vous pensez? Attendez, on n'a plus de plaisir. Comment Ce qui ça? est agréable, c'est de se gagner sa route. C'est d'être heureuse en se déplaçant. Si tout le boulot est fait par la machine, vous êtes là, vous êtes comme une crêpe sur une assiette, quoi. Non. C'est aussi très primaire de conduire, et conduire une moto en particulier. C'est d'arriver au bout en se disant « Ah, quand même, je l'ai fait. Même si c'est idiot, mais vous avez évité un chien, vous avez évité une rafale, vous avez vécu. C'est quoi? C'est la question d'arriver, de dire je suis encore en vie? En arrière-plan, sans doute, oui. En J'ai arrière-plan, loin derrière. Mais simplement de s'être bien entendu avec la route, avec le paysage qu'il y a autour, avec tout ce que la route vous propose comme surprise, bonne ou mauvaise, et d'arriver au bout en disant mais je suis encore là. Rouler à moto, pour vous, c'est simplement un sentiment extrême de liberté, finalement? Oui. Ah oui. Le Yeking dit que la seule liberté de l'homme, c'est de regarder l'ordre du monde et d'accepter de s'y conformer. C'est choisir ses contraintes. Là, on a fait un grand voyage dans la philosophie, on arrête. Hein. Vous ne m'avez pas perdu, je vous rassure. Pour vous aussi, Madame Amrouni, faire de la moto, c'est chercher à chaque fois ce sentiment de liberté. C'est quelque chose qui est important pour vous? Conduire, c'est surtout essentiel. Là, moi, quand je vois les voitures qui roulent toutes seules, ça me fait peur, en fait. Je sais pas si j'aurais envie. C'est un vrai plaisir de conduire sa voiture, sa moto. Donc oui, se faire conduire avec tout un ordinateur de bord et tout ça, moi, j'ai le plaisir de conduire, effectivement, pour la liberté, voilà. Donc on sera sûrement amené à y venir, les générations futures, mais je ne sais pas comment ils le feront. Comment ils apprécieront ça? Monsieur Flonan. Écoutez, moi je vous réponds avec l'exposition que je vous invite à visiter, parce que les routes mythiques dans le hall 5.1 cherchent précisément toute cette qualité du voyage, toute cette qualité qui peut se retrouver et qui peut se décliner après en littérature. Et donc il y a cette transfiguration au travers des œuvres d'art également. Et ce qui compte, c'est moins l'objet, mais c'est véritablement le ressenti et les sensations que de tels déplacements dans des paysages extraordinaires qui font aussi bien sentir la mesure de l'homme, c'est-à-dire pas grand-chose, mais en même temps, c'est le seul à reconfigurer avec conscience son environnement.
Et donc on est là quand même devant une trace, devant une qualité, et il y a des motos dans l'exposition, il y a des véhicules, mais pas pour eux-mêmes, pour véritablement le voyage et l'humanisme qu'ils ont porté. Voilà, c'est ça qui est important, c'est bravo de le dire. Mais j'ai tâché de le rendre sensible, et je regrette parce que tout à l'heure nous avions discuté, et le Raid Orion nous a été proposé trop tard. Sinon nous en aurions parlé. Alors, le Raid Orion, c'est un groupe, et un groupe est par définition en partie fermé sur l'extérieur. Parce qu'il fonctionne en lui-même. Tandis que quand on voyage seul sur une moto, on est à la merci de tout. Et donc, on est à poil, en gros. On dépend de tout le monde, donc on est obligé d'aller vers tout le monde. Et c'est ça le bonheur. Et on devient en même temps la télé en couleur pour les gens qui vous croisent. Mais même en France, même quand je me balade en France, ou quand je me baladais, parce que maintenant je ne peux plus conduire, que j'arrivais dans un bistrot, mais j'avais tous les piliers de bar qui venaient voir en disant « Mais c'est quoi cette vieille avec une moto? C'est pas possible !» Et ben, quand j'étais au Pakistan, quand j'étais en Afghanistan, tout le monde venait voir, parce qu'on est à part de leur humanité, et donc étonnante. Et étonnant, ça vous permet d'échanger. Et on échange parce qu'on a de plus profond, qui est les racines, parce que les cultures sont tellement opposées à la limite. Et pourtant, on est enchanté de se rencontrer. Et c'est ça ce que crée la moto. Et quand on est seul sur une moto, on est obligé de vivre ça. Moi, je suis partie chaque fois à la recherche de paysages où je pensais que les humains n'avaient jamais mis les pieds. Et je suis chaque fois revenue avec des histoires délicieuses d'humains qui se rencontrent. Et ça, une moto, on ne fait pas mieux, je vous assure. Je vous crois sur parole. Monsieur Flonneau... C'est formidablement bien exprimé, sachant que l'une des citations qui ouvre l'exposition, c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous explique que toutes les routes vont chez les hommes. Donc c'est bien ça le but. C'est pas tellement le kilométrage, mais l'aventure peut être au bout de la rue. Donc il faut y être sensible. Et c'est aussi une configuration d'esprit. Et là, vous étiez aussi devant, si j'ai bien compris, une forme de refus par rapport à une position sociale. Mais c'est à partir de là, évidemment, que l'aventure commence. C'était invivable. C'était devenu invivable. Voilà. Donc il fallait naître. Et naître au monde, c'est ça qui était passionnant. C'est venir au monde réellement. Là, je crois que... Comment il s'appelait le psy là, qui travaille Lacan serait content, non? Je connais très peu Lacan, je suis vraiment désolé. Vous avez raison. Et je suis encore plus désolé puisque je vais devoir mettre fin à cette émission. Malheureusement, nous avons un timing. Je vous remercie en tout cas vraiment beaucoup d'être venu ici. Je rappelle Anne-France Daudeville que vous étiez avec nous. Il y avait également Myriam Amrouni, motarde aguerrie, comme je l'ai dit, et propriétaire de Mimi Rider. Allez y faire un tour. Et nous avions également le plaisir de recevoir Mathieu Flonneau, historien, spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobiliste, et également maître de conférences à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne et à Sciences Po. Merci beaucoup d'être venu avec nous et d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez bien entendu nous retrouver en podcast sur mondial-paris.audio et puis sur tous les agrégateurs de podcasts. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, bien entendu Facebook et Twitter. On se retrouve très bientôt au cœur du mondial de la mobilité. À la prochaine.